la méthode de calcul de champ par le théorème de Gauss est toujours la même. Le premier exemple qu'on choisit, c'est ce qu'on appelle une description linéique de charge. Donc c'est un fil infini et donc la charge est uniformément répartie sur ce fil avec une densité linéique lambda est égale à dq sur dl. Et donc le but de l'exercice, c'est de calculer le champ électrique et aussi de calculer le potentiel électrostatique créé par cette distribution de charge. Alors on va tout de suite mettre en place la méthode de résolution qui va nous servir dans tous les exemples qu'on va faire ce matin. J'ai essayé de commencer par l'exemple le plus simple. Et puis vous allez voir que les exemples vont peut-être un peu se compliquer au fur et à mesure, mais les ingrédients de base seront toujours les mêmes. Alors, première étape du calcul d'un champ par le théorème de Gauss, c'est la détermination de la direction du champ électrique. Et pour ça, on va partir à la recherche de plans de symétrie de la distribution de charge, qui, comme on l'a vu, sont aussi des plans de symétrie du champ électrique lui-même, et éventuellement, mais ça ce sera beaucoup plus rare, de plans d'antisymétrie de la distribution de charge, parce que si on en avait un, ce serait formidable. Le champ E serait perpendiculaire, donc il suffirait d'un seul plan de ce type. Seulement, malheureusement, vous allez voir que quand la distribution de charge ne change pas de signe, il n'y a aucun espoir de trouver un plan d'antisymétrie. Donc la plupart du temps, ce seront des plans de symétrie qui vont nous aider à trouver la direction du champ électrique. Donc on prend un point M dans l'espace. Il est n'importe où, sauf sur le fil. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et donc la première étape, c'est de trouver au moins deux plans de symétrie, mais qui passent par le point M. J'insiste là-dessus parce que très souvent, les étudiants ils trouvent des plans de symétrie, mais manque de bol, ils ne passent pas par M. Alors si moi je veux trouver la direction du champ E au point M, il faut que je prenne un plan de symétrie qui passe par M. Le système de coordonnées qu'on va adopter, il faut qu'il soit adapté à la symétrie de la distribution de charge. Et donc on va voir ici que la distribution de charge, bon, elle est linéique, mais elle est invariante par rotation et elle est invariante par translation. Donc ce sont les coordonnées cylindriques qui vont être les plus adaptées. Donc ER, ça veut dire que si je projette le point M sur l'axe ici, donc ER c'est le vecteur unitaire de H vers M, et donc le vecteur Eθ va vers le fond. Donc on va travailler en cylindrique. Alors, qui a une idée de me donner, je rappelle que le fil est infini, il me faudrait au moins deux plans de symétrie qui passent par M. Donc, quand vous donnez un plan de symétrie, voilà les consignes que je vous donne. Vous montrez bien qu'il passe par M, donc vous dites M, et ensuite vous donnez deux vecteurs unitaires. Plutôt que de le décrire comme ça, de façon un peu empirique, juste à le dessiner, vous donnez deux vecteurs unitaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Ouais, Guillaume? Ouais, alors là tout de suite, tu m'as donné les deux intéressants. Donc MEREθ, donc c'est le plan horizontal comme ça. Effectivement, alors pourquoi est-ce que c'est un plan de symétrie? Ouais, le fil est infini, donc on voit bien que par rapport, c'est H, l'intersection, la projection, donc on voit bien qu'on a deux demi-fils infinis, donc ça c'est bien. Je rappelle ce que c'est qu'un plan de symétrie, ça veut dire que la distribution de charge, elle est symétrique de part et d'autre du plan. Donc vous voyez bien qu'effectivement ça fonctionne très bien. Donc, en plan de symétrie, on aura donc M, ER, Eθ. Bon, alors encore une fois, il faut que vous ayez un minimum de vision dans l'espace, mais vous allez voir, c'est toujours un peu les mêmes recettes. Et tu m'en as donné un autre. Alors, M, ER, EZ, c'est en fait, on pourrait dire, le plan du tableau qui contient le fil. Alors, est-ce que tout le monde voit pourquoi si ce plan contient le fil, c'est un plan de symétrie? Parce que tout point du fil est confondu avec son propre symétrique, donc il porte la même charge, et en dehors de ça, il n'y a rien du tout. Donc, effectivement, c'est un plan de symétrie. Donc, celui-là, on va l'appeler pi1, et puis M, ER, EZ, égale
pi 2. Est-ce que quelqu'un en voit un autre? Alors parfois, j'ai des étudiants qui me disent M θ EZ. Est-ce que ce serait un plan de symétrie, ça? M θ EZ. Non, pourquoi? Parce que c'est un plan qui est comme ça, mais il n'est pas un plan de symétrie parce qu'il n'y a pas de charge de l'autre côté, symétriquement. Donc vous voyez, ce n'est pas un plan de symétrie. Donc, on sait que... Alors, il faut toujours rappeler la propriété des champs électriques par rapport donc, au plan de symétrie. Il appartient simultanément à ces deux plans, et il nous faut toujours deux plans de symétrie dans ces cas-là, donc il appartient à leur intersection. Leur intersection, on voit bien, c'est le vecteur qui est commun déjà. Vous voyez, rien qu'avoir à noter les plans comme ça, c'est le vecteur qui est en commun. Donc c'est le vecteur ER. Donc ça veut dire que le champ E est parallèle au vecteur ER. Donc il est dirigé suivant ER. Attention, on ne connaît pas son sens. Hein. On connaît la direction, mais pas le sens. Est-ce qu'il est dirigé dans le sens des ER positifs ou des ER selon moins ER? On ne sait pas encore ça. D'accord? Mais il est parallèle à ER. Bon, alors je vais le dessiner positivement comme ça, mais en fait, il pourrait très bien être centripète au lieu d'être dessiné centrifuge. Bon, ça c'est la première constatation. Deuxième étape, c'est la détermination de la dépendance de la norme de E vis-à-vis des coordonnées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dépendance de la norme de E vis-à-vis des coordonnées. C'est-à-dire que le champ E dépend a priori, puisqu'on s'est placé en coordonnées cylindriques, des trois variables R, θ et Z. On a choisi de se mettre en cylindrique. On sait déjà qu'il est dirigé selon ER. Donc ça, c'est un acquis. Mais ce n'est pas parce qu'il est dirigé selon ER que ça impose quoi que ce soit sur la dépendance des coordonnées de E. Pour dire de quoi va dépendre la norme du champ ou sa mesure algébrique, eh bien là, il faut raisonner sur le moyen de déterminer cette dépendance, c'est d'utiliser ce qu'on appelle donc les invariances de la distribution de charge vis-à-vis de translation ou de rotation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ici, le fil est infini. Donc, la norme du champ ne va pas dépendre de Z, puisque la distribution de charge est invariante par translation le long de Z. Donc, il est normal que la situation, les conséquences de la présence de la charge, c'est l'existence du champ. Elle est aussi donc invariante par translation le long de OZ. Et puis on voit que le fil, bon, il est filiforme, et donc la situation est également invariante par rotation. Donc il y aura généralement ces deux types d'invariance. Donc invariance par rotation autour de OZ. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une symétrie cylindrique. Donc si j'ai commencé par cet exemple-là, c'est parce qu'il est spécialement simple, mais vous allez voir qu'on va toujours vous faire travailler avec des systèmes qui ont beaucoup d'invariance, donc par rotation, autour de OZ. Et donc le champ ne dépendra que de la distance à l'axe. Alors surtout, distinguez bien ces deux étapes. Elles ne sont pas confondues, il faut bien les séparer. Vous verrez qu'en particulier pour le calcul des champs magnétiques, ça deviendra d'autant plus crucial. Bon, là, le champ est selon ER et il dépend de R. Mais ce n'est pas parce qu'il est selon R qu'il dépend de R. Conclusion de ces deux premières étapes. Donc, c'est un préalable complètement indispensable à toute application du théorème de Gauss. C'est de déterminer la forme du champ. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ce sera toujours la même chose. Alors, troisième étape. On énonce le théorème de Gauss. Alors, je vous rappelle que le théorème de Gauss, bon, c'est un outil assez abstrait, mais c'est un outil intermédiaire pour calculer donc, les champs électriques à partir de l'équation de Maxwell-Gauss. Donc ça, c'est la version, je dirais, locale
du théorème, avec ici la densité volumique de charge, qui conduit donc au théorème de Gauss. Donc ça c'est l'équation de Maxwell-Gauss, je voulais simplement rappeler. Mais le théorème de Gauss, donc c'est la version intégrée de ça. Donc surtout en particulier à l'oral, énoncez-le en français, même si vous écrivez la formule. Donc le flux du champ électrostatique à travers toute surface fermée, voilà comment il faut le dire. Et je vous rappelle que la surface fermée est toujours orientée vers l'extérieur. La charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc imprégnez-vous bien de cette phrase. Et s'il vous plaît, pas de double intégrale ronde, je ne sais pas quoi. Le flux du champ électrique à travers toute surface fermée. Donc c'est un théorème un peu abstrait, mais qui en fait est un intermédiaire de calcul pour trouver le champ, et ça traduit le fait que, je vous rappelle cette équation, que le champ diverge à partir de ses sources. Je vous rappelle qu'on avait vérifié très simplement ce calcul-là pour une charge ponctuelle, on avait intégré sur une sphère, on avait vu que le champ il diverge à partir des sources, et donc ça crée un flux à travers les surfaces qui entourent les sources, et c'est pour ça que c'est un intermédiaire de calcul intéressant pour calculer le champ. Une fois que vous avez énoncé le théorème de Gauss, les choses sérieuses commencent. Il faut choisir la surface de Gauss. Alors ça c'est le point peut-être le plus délicat de l'application du théorème, c'est le choix de la surface. Alors vous allez voir que les surfaces, suivant le type de symétrie, sont toujours les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous compreniez pourquoi, dans telle ou telle situation, on a choisi telle ou telle surface. Et donc on va faire une petite liste de petits critères. Donc quels sont les critères pour choisir la surface? Alors, première chose évidente, c'est qu'il faut que la surface passe par le point sur lequel vous voulez calculer le champ électrostatique. C'est tout bête à dire, mais il y a plein de gens qui choisissent des surfaces de Gauss qui ne passent pas par le point M. Ensuite, deuxième critère, il faut que le calcul du flux soit simplissime, le plus élémentaire possible. Alors pour qu'il soit simplissime, regardez ce qu'il faut. Il faut que ce produit scalaire soit ultra simple à calculer. Donc qu'est-ce que ça veut dire ultra simple? Ça veut dire qu'en gros, il faut que ce soit E fois ds, voilà, sans les flèches. Donc il faut que E soit parallèle à ds. Ou bien, on verra que parfois, on prendra des morceaux de surface pour fabriquer une surface fermée, où cette fois-ci, E sera perpendiculaire à ds. Alors pourquoi? Là, du coup, le produit scalaire sera nul. Troisième critère, si je veux, une fois que j'ai vu que E est parallèle à ds, j'ai effectué le produit scalaire, je veux sortir la norme de E ou la mesure algébrique de E de l'intégrale. Il faut que la norme de E ou la mesure algébrique de E soit constante sur la surface de Gauss. Ou tout au moins sur la partie utile de la surface de Gauss. Et vous allez voir aussi qu'automatiquement, à partir du moment où ce critère-là est vérifié, celui-là l'est presque automatiquement. Donc si vous choisissez de faire ça, généralement ça, ce sera bon. Ou si vous prenez plutôt ce critère-là, alors celui-là sera automatiquement vérifié lui aussi. Très simple. Regardons un petit peu comment on va choisir la surface de Gauss. Alors, ici, j'ai dit que le champ E était comme ça. Donc il faut que ds soit parallèle à E. Et il faut que la norme de E soit constante sur la surface. Or, E ne dépend que de R. Quelle est la surface pour laquelle ds est parallèle à ER et qui est à R constant? Ça crève les yeux, quelqu'un peut me le dire? J'ai entendu cylindre? Ouais, le cylindre. Alors, donc, comme ça. Alors attention, la surface de Gauss doit être fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas prendre un cylindre infini. Le point M, mettez-le bien sur le côté latéral. Il y a des gens, vous voyez, ils mettent le point M ici sur l'arête. Ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas dire est-ce que le point M est sur le couvercle ou est-ce qu'il est sur le côté latéral. Il faut bien que les choses soient claires, il faut qu'il soit sur le côté latéral de la surface. Donc là, vous voyez que ces deux critères sont vérifiés. ds est parallèle à E et le champ E est de norme
constante. Les deux critères sont vérifiés simultanément. Maintenant, je suis obligé de fermer la surface. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute obligatoirement des couvercles. Ça veut dire qu'il faut que j'introduise moi-même une hauteur h de la surface. Donc, c'est à moi de la définir. Voilà, je définis h. Et voilà, j'ai trois surfaces. Donc ici, j'aurai un DS1. Donc la surface S1 sera le couvercle du haut. J'aurai un DS2, couvercle du bas. Et j'aurai un DS latéral pour la surface latérale, qui est la partie intéressante de la surface. Vous allez voir, c'est très simple, c'est toujours la même chose. Alors, allez, je refais un petit dessin ici. Et le point M sur la surface et DS. Et je sais que E, bon, s'il n'est pas dirigé selon DS, il est au moins, enfin, il est collinaire à DS, soit de même sens, soit en sens contraire. Alors, ça y est, on y va maintenant pour l'application du théorème de Gauss. Une fois que vous avez bien choisi la surface, ça va être trivial. Donc, vous dites que le flux du champ, c'est le flux sur la surface latérale. Vous séparez le flux en trois contributions ici, puisqu'il y a trois surfaces. Donc j'ai trois flux. J'ai enlevé le rond. Vous avez remarqué que j'ai enlevé le rond? Tout ça, ce sont des petits détails, mais qui sont importants. Pourquoi j'ai enlevé le rond? Parce que chacune des intégrales en elle-même ne constitue pas une surface fermée. Prenez aussi soin de bien voir que les surfaces DS sont orientées vers l'extérieur. Toujours. Ça, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. D'accord? Et ça, c'est DS latéral. Alors regardez, maintenant, ça va être trivial. Que se passe-t-il sur les couvercles? E et DS, on a tout fait pour, sont perpendiculaires. Donc ça, voilà, on est parfois obligé de faire ça. Donc ça fait 0. Et ça fait 0 car E est perpendiculaire à DS. Et puis ici, on a tout fait pour que le calcul du flux soit élémentaire. Donc, on va dire que... Alors, on continue de travailler en mesure algébrique pour jouer la sécurité. DS, c'est DS latéral vecteur ER. Mais bon, là, j'effectue le produit scalaire à partir du moment où je mets une mesure algébrique. Et j'ai que ça. Et en fait, ce truc-là est constant sur la surface latérale. Donc, je peux le sortir de l'intégrale et je peux dire que ça fait E de R, l'intégrale de DS latérale. Et l'intégrale de DS latérale, c'est ni plus ni moins que la valeur de la surface latérale. Je prends mes petits ciseaux, je découpe et j'ai donc un rectangle de longueur le périmètre et de hauteur h. Donc ça me fait E bar de R, 2 pi R h. Alors, maintenant, on a calculé le flux là. On a calculé, on pourrait dire, le membre de gauche de l'équation du théorème de Gauss. Maintenant, il faut calculer le membre de droite. Alors, comment je vais faire pour calculer le membre de droite? Je vais toujours me poser la même question. Écoutez bien, là, ça va peut-être vous paraître trivial, mais vous allez voir dans des cas compliqués, si vous posez la bonne question au bon moment, vous allez trouver la bonne réponse. Où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Voilà la question que vous devez vous poser. Où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Donc c'est généralement très très simple. Il suffit de regarder la surface de Gauss et de regarder où est-ce qu'il y a des charges à l'intérieur. Elles sont où? Eh bien, puisque la surface de Gauss est de hauteur h, eh bien, il y en a sur le fil, ici, à l'intérieur de la surface de Gauss. Je vais le mettre en rouge, hein, c'est la partie où il y a des charges, et c'est aussi une hauteur h. Alors, quelle est la valeur de la charge? Je vais utiliser la définition de la densité linéique. On a supposé que cette densité linéique, elle était uniforme. Donc, la charge intérieure, ça va être simplement, pour faire simple, lambda fois la hauteur h, tout simplement. J'ai multiplié la densité linéique par la hauteur h, et donc, j'identifie, donc le théorème de Gauss me dit que ce flux, c'est lambda h divisé par epsilon 0.
Et c'est terminé, j'ai le champ. Et les h se sont simplifiés. Vous avez remarqué, c'est vous qui avez introduit cette hauteur h, et à la fin, il n'y a plus de h. Et le champ décroît donc en 1 sur r, à partir, donc il est comme ça. Alors on va voir que voilà, le champ diverge quand r tend vers 0, mais ça on va voir que c'est lié à la modélisation. Hein, tout à l'heure on va faire le fil chargé en volume et on verra comment lever cette divergence quand r tend vers 0, mais pour l'instant on a ça. Alors voilà, si lambda est positif, vous voyez que le champ, c'est pour ça que j'ai bien fait de garder une mesure algébrique, le champ est centrifuge. Si lambda est négatif, pourquoi pas, ça pourrait être un fil chargé négativement, le champ est centripète. Donc on a bien fait de garder une mesure algébrique. Vous voyez que le signe de E sort lui-même du calcul. Ça va? Pas de questions? Dernière étape, on va calculer le potentiel électrostatique associé à cette distribution. Moi, je suis vraiment allé très lentement sur ce premier exemple, hein, pour que vous voyez bien les différentes étapes. Dans les exemples qui vont suivre, ça ira sûrement un petit peu plus vite. Mais c'était bien de le faire comme ça. Alors, E est égal à moins gradient V. On écrit le gradient en coordonnées cylindriques. Donc on est dans la base ER, Eθ, EZ. Je vous rappelle que le potentiel c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur. Et vous identifiez avec l'expression du champ, qui est donc dirigé selon ER, donc qui vaut lambda sur 2pi epsilon 0 R ER. Alors, on voit que le potentiel qui a priori était lui aussi une fonction des trois variables R, θ et Z, ces deux dérivées partielles par rapport à θ et par rapport à Z sont nulles puisque je l'identifie avec le champ qui lui est dirigé uniquement selon EZ. Donc le potentiel ne dépend ni de θ ni de Z, il ne dépend que de R et la petite équation que j'ai intégrée, vous savez ça ressemble quand vous cherchez une énergie potentielle associée à une force, hein, donc c'est le même type de calcul. dV sur dr est égal à moins lambda sur 2pi epsilon 0 r. Donc V de R définit toujours à une constante additive près. Donc ça fera moins lambda sur 2pi epsilon 0 log de R plus une constante. Alors on a un souci là encore pour définir la constante. Enfin un souci. On voit que quand R tend vers 0, le potentiel n'est pas défini et que quand R tend vers l'infini, il diverge. Alors ça, c'est parce qu'il y a des charges à l'infini. Bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. On verra tout à l'heure quand on va faire le fil chargé en volume, là aussi, comment on peut résoudre le problème, au moins quand R tend vers 0, pour fixer une origine des potentiels. Mais la constante, en fait, vous la fixez comme vous voulez. Hein. Quelle que soit la valeur de la constante, ça va vous donner le même champ. Donc ce qui compte, c'est le champ qui donne la force électrique. Hein, voilà. Donc voilà ce premier exemple. Donc on est en symétrie cylindrique. Et puis vous allez voir que sur les autres exemples, on va reprendre exactement le même canevas de résolution. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Donc le deuxième exemple, qui est lui aussi un exemple à symétrie cylindrique, mais avec une densité volumique de charge. C'est donc un cylindre infini de rayon petit a, mais cette fois-ci, ce n'est plus une densité linéique de charge, c'est une densité volumique. Donc on dit que ρ, c'est donc la charge par unité de volume et qu'elle est uniforme à l'intérieur du cylindre et qu'elle est nulle à l'extérieur du cylindre. Et donc le but, là, ça va être de calculer le champ dans tout l'espace, y compris à l'intérieur du cylindre et aussi le potentiel. D'accord? Alors ça, c'est encore un problème à symétrie cylindrique. Il faut bien que vous identifiez le fait que quand une distribution de charge est invariante par translation, je vous rappelle que le cylindre est infini, et par rotation autour de l'axe Z, c'est ce qu'on appelle un problème à symétrie cylindrique. Et tous les systèmes à symétrie cylindrique vont se traiter de la même façon. C'est pour ça que si vous en maîtrisez un, vous les maîtrisez tous.
Je prends un point M dans l'espace et là, je peux le prendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Tenez, j'ai envie de le prendre à l'intérieur. Voilà. Mais ne le mettez pas à la frontière ici. Hein, ça, ce serait un cas particulier, vous voyez. Mettez-le soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais ne le prenez pas en petit a, en R égale petit a. Alors, est-ce qu'on se souvient des différentes étapes de résolution par le théorème de Gauss? On a bien fait tout laisser au tableau, parce que vous allez voir que si vous avez fait l'exemple précédent et que vous avez tout compris, là, vous avez encore tout compris. Première étape, ouais, on matraque les choses. On cherche la direction de E. Comment on va trouver la direction de E? Il faut qu'on trouve au moins deux plans de symétrie de la distribution de charge qui passent par le point M. Alors, on a un problème à symétrie cylindrique. Est-ce que les deux plans qu'on avait déterminés tout à l'heure fonctionnent encore? Donc, je dessine la base locale des coordonnées cylindriques. D'accord? Voilà. ER, Eθ, EZ. Alors, le plan horizontal passant par M, est-ce qu'il est encore un plan de symétrie pour les charges? Ben, visiblement oui, puisqu'il coupe le cylindre en deux demi-cylindres infinis qui sont symétriques par rapport à ce plan. Est-ce que le plan passant par M, le plan du tableau, est-ce qu'il est encore un plan de symétrie? Est-ce que tout le monde voit ça un petit peu dans l'espace? Vous coupez votre cylindre en deux demi-cylindres, hein, et ça, voilà, votre baguette, vous la coupez en deux, ça fait deux demi-baguettes, hein, et puis voilà, ça vous fait un plan de symétrie. Donc lui, je l'appelle pi2. C'est le même que tout à l'heure, sauf que là, on a une distribution en volume. Très simple. Le champ, donc, appartient à l'intersection de ces deux plans. Il est donc toujours selon ER. C'est la même chose. Deuxième étape. C'est la dépendance du champ E vis-à-vis des coordonnées. Alors, le champ, a priori, on a déterminé sa direction, mais ça ne dit rien de la dépendance de sa norme. Et a priori, puisque je suis en coordonnées cylindriques, je vais faire dépendre cette norme de R, de θ et de Z. Mais le cylindre étant infini, la distribution de charge est invariante par translation selon Z. Ça a donc comme conséquence que le champ sera lui-même invariant par translation, sa norme, selon Z. C'est un cylindre. Donc la situation, les charges sont invariantes par rotation autour de l'axe Z. Ρ ne dépend pas de θ. En fait, il dépend implicitement de R, ρ. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que pour R plus petit que A, hein, pour R plus petit que A, ce truc-là est constant, et il est nul pour R plus grand que A. Donc il dépend de R, mais ni de θ, ni de Z. Donc, E ne dépendra pas de θ, donc E sera exactement de la même forme que tout à l'heure. Il sera de la forme E de R, ER. Donc on peut le dessiner. Alors là aussi, hein, on préjuge déjà de son sens, mais ce n'est pas sûr qu'il soit dirigé selon plus ER. Peut-être qu'il sera dirigé selon moins ER. Ça dépendra du signe de ρ. On énonce le théorème de Gauss. Donc le flux du champ électrostatique à travers la surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Et on va choisir la même surface de Gauss pour les mêmes raisons. Alors je vais dessiner la surface de Gauss en vert. Donc, ici comme ça. Donc je mets le point M, surtout sur le côté latéral du cylindre. Alors là, regardez bien, la grosse erreur qui est très souvent faite, c'est que on est tenté de prendre comme surface de Gauss la surface du cylindre lui-même, vous voyez, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bord ici. Mais quel est l'inconvénient de ce choix? Est-ce que ça peut convenir comme surface de Gauss? Bien sûr, un théorème de Gauss qui engloberait cette surface serait également vrai. Mais pourquoi je ne choisis pas comme surface de Gauss
la surface blanche, celle qui délimitait la distribution de charge. Quel est le critère qui n'est pas satisfait si je choisis ça? C'est le premier. Elle ne passe pas par M. D'accord? Donc, ce n'est pas ce choix-là qu'il faut que je fasse. Je vais choisir la surface de Gauss dont la surface latérale passe par M. C'est tout simple à dire, mais croyez-moi, à ce stade-là, il y a beaucoup de gens qui choisissent la surface qui est délimitée par la distribution de charge elle-même. Vous voyez, ce n'est pas ça qui est intéressant. Il faut choisir. Donc, et on va fixer la hauteur H, comme tout à l'heure. Et on a nos couvercles, comme tout à l'heure. Je passe plus rapidement, puisqu'on vient de justifier pourquoi tout à l'heure ce choix était judicieux. Oui, Thomas? Alors, ici, on a pris M à l'intérieur du cylindre. Oui. Comme surface, si on prend M à l'extérieur du cylindre. Alors, on va le faire tout à l'heure. Mais tu feras exactement le même choix, c'est-à-dire que la surface de Gauss, elle doit passer par M. À ce moment-là, je peux tout de suite te faire un mini dessin. Si le point M est à l'extérieur, tu prends le point M ici. Donc à ce moment-là, j'ai dessiné un morceau de cylindre. Tu prendras une surface de Gauss qui va englober comme ça la distribution de charge. On va voir ça tout à l'heure. Justement, c'est maintenant la petite difficulté supplémentaire qui va apparaître dans ce cas précis. Alors, allez, je refais un petit dessin très schématique ici. Donc la distribution de charge, infinie, l'axe Z. Ah ben tiens, allez, tout de suite pour répondre à la question de Thomas, on peut refaire un dessin, mais cette fois-ci, on met le point M à l'extérieur. Et la surface de Gauss, elle passe par M. Ce n'est pas la distribution qui délimite les charges. On est bien clair là-dessus. Donc on a un DS latéral, on a un DS1 et on a un DS2. Comme tout à l'heure, orienté vers l'extérieur. Et on a fixé la hauteur H du cylindre. De toute façon, on va voir qu'on va être amené à distinguer les deux cas. Alors regardons première étape, maintenant le calcul du flux. Moi je ne réécris pas tout, mais je pense que vous sur vos notes, vous êtes bien obligés un petit peu de reprendre tout en note. Alors, le calcul du flux, est-ce qu'il va changer par rapport à ce qu'on vient de faire d'après vous? Regardez, de quoi dépend le calcul de ce flux? Finalement, il dépend que de la géométrie de la surface de Gauss et de la dépendance de E de sa structure. Donc, on a séparé l'intégrale en trois. Pour les mêmes raisons, les deux intégrales sur les couvercles sont nulles. Pour les mêmes raisons, on a le flux latéral qui n'est pas nul. Pour les mêmes raisons, je peux le sortir de l'intégrale. Pour les mêmes raisons, j'ai le même calcul du flux. Mais qu'est-ce qui va changer? Quelle est la question magique que je dois me poser? Et là, vous allez voir qu'elle prend tout son sens. La question, c'est où sont localisées, je vous conseille vraiment de la graver dans votre tête parce que vous allez voir qu'elle va vous rendre bien des services. Où sont localisées les charges qui sont où? Qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Et là, ça va devenir crucial. Où est-ce qu'elles sont? Et là, Thomas, tu as bien fait de te poser la question de savoir si le point M il est à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que la réponse à cette question va être différente. Et ça, je peux vous dire que, voilà, c'est ça la principale difficulté dans ce cas-là d'application du théorème de Gauss. C'est la distinction entre un point M à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est très très simple, et pourtant, je ne sais pas pourquoi ça pose pas mal de difficultés. Mais si on se pose les bonnes questions, c'est très très simple. Regardez. Si je suis là, où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Est-ce que j'en ai partout dans la surface de Gauss, la verte? Ben non, vous le voyez tout de suite. Où est-ce qu'il y en a des charges? C'est un peu trivial. Dans ma boîte à chapeau, là, il n'y en a que sur cette hauteur H. Pourquoi? Parce qu'entre petit a et petit r, il n'y a pas de charge, c'est vide. C'est tout simple. D'accord? Donc je distingue deux cas maintenant. Je distingue clairement deux cas. Donc où sont localisées les charges
à l'intérieur de la surface de Gauss. Si petit r est plus grand que grand A, la charge intérieure, c'est la densité volumique de charge multipliée par le volume de ce petit cylindre. Enfin petit, j'en sais rien, ça dépend de la valeur de H et de A, mais de ce cylindre. Alors combien il y en a? Le volume de ce cylindre, c'est la base multipliée par la hauteur. Donc ça va faire pi petit a carré fois H. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je recolle les morceaux. Donc le flux, lui, son calcul ne dépend pas du fait que je sois à l'intérieur de la surface de Gauss ou à l'extérieur de la surface de Gauss. Et je divise par epsilon 0. Et donc ça me fait E de R est égal à ρ A carré, les H se simplifient, sur 2 pi R epsilon 0. Et je trouve encore un champ qui décroît, il n'y a plus de pi, pardon, il n'y a plus de pi en bas, j'ai simplifié par pi. Donc ρ A carré sur 2R epsilon 0, c'est un champ qui décroît en 1 sur R. Tiens, comme tout à l'heure, à l'extérieur du fil. Vous voyez, tout à l'heure, on était forcément à l'extérieur du fil, il était sans dimension, sans rayon. Rayon qui tend vers 0. Quand R est plus petit que A, alors là, ça mériterait presque un deuxième dessin. C'était celui qui était là-haut, mais je peux le refaire ici. Allez, je prends un point M, je le change de place, et voilà ma surface de Gauss. Allez, j'ai pris la même hauteur H. Quelle question je me pose? Allez, c'est standard, je vous assure, si vous tombez là-dessus au concours, franchement, c'est trop cool. La question c'est, où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Est-ce qu'il y en a jusqu'en petit r égale A? Là aussi, c'est trivial? Non. Puisque comme le point M est à l'intérieur, je ne dois pas prendre les charges qui sont à l'extérieur. C'est bête à dire, hein? Mais je ne dois pas prendre les charges qui sont à l'extérieur de la surface de Gauss. Je dois compter que celles qui sont à l'intérieur. Donc il faut que je m'arrête en petit r. Et je ne dois pas compter les charges qui sont entre petit r et petit a. Tout simple. Donc qu'est-ce qui va changer ici? Q intérieur, ça va être égal à quoi? Donc à ρ, pi petit r carré fois h. Allez, si vous avez compris cet exemple-là, après, dès qu'on aura des distributions au volume, intérieur, extérieur, vous aurez compris cette difficulté-là, et ce sera tout le temps pareil. On recolle les morceaux. Donc E bar de R, 2 pi RH est égal à ρ, pi R carré sur H divisé par epsilon 0. Et donc on aura E bar de R est égal à ρ. Alors cette fois-ci, on peut simplifier par R. Donc on n'a pas la même dépendance en R qu'à l'extérieur sur 2 epsilon 0. Donc voilà le champ à l'intérieur du cylindre. Et on peut faire un dessin. Évidemment, tout est résumé sur le profil du champ. Alors si ρ est positif, E sera positif. Si ρ est négatif, E sera négatif. Je suppose que ρ est positif sur le dessin. Donc le champ va croître linéairement à l'intérieur et il va décroître en 1 sur R à l'extérieur. Et regardez, c'est super parce que vous avez un moyen d'auto-vérification immédiat qui est que ici, regardez ce que j'ai déjà supposé, vous avez la continuité du champ. Alors pour les distributions volumiques, ça notez-le, je n'ai pas encore assez insisté là-dessus, mais à chaque fois vous aurez la continuité du champ. Autrement dit, si vos formules se raccordent par continuité, vous avez tout gagné, ça y est, ça veut dire que vous avez bon. Hein, on peut dire ça comme ça, ce serait quand même incroyable que vous trouviez 2 erreurs et que vous trouviez quand même une continuité du champ. Hein, donc on peut dire que vous avez bon. Donc en R égale A, regardez, les deux formules vous donnent le même champ. Rho A sur 2 epsilon 0. Ça va pour tout le monde? Alors non seulement vous avez ça,
Mais maintenant, on va voir le lien, parce que là aussi, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus pour ne pas dire pas du tout, le lien qui existe entre la modélisation linéique et la modélisation volumique. Quel lien existe-t-il? Revenons à ce qu'on a fait tout à l'heure dans la modélisation linéique. Je ne sais pas si vous l'avez encore sous les yeux, mais on avait un champ qui était comme ça, qui variait comme ici à l'extérieur du fil. Et il variait, vous avez la formule? C'était quoi? Rappelez-la moi. La formule. C'était lambda sur 2pi epsilon 0 petit r, c'est ça? C'était ça le champ? Alors regardez, qu'est-ce que c'est en réalité qu'une modélisation filiforme? Eh bien, ça n'est rien d'autre qu'une modélisation volumique. Pour lever toujours ces histoires de divergence du champ, il faut toujours revenir à ce que c'est qu'une modélisation filiforme. En fait, ça n'existe pas le fil chargé linéiquement. En fait, un fil chargé linéiquement, si je fais un zoom dessus, et que je le regarde suffisamment près, il a toujours un certain rayon. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une modélisation filiforme? Ça veut dire que la distance d'observation du fil est très très grande devant la taille du fil. Et donc, en réalité, ce fil, il a un certain rayon. Et donc, si je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur du fil, il faut que je revienne à la modélisation volumique. Mais quel est le lien entre lambda et ρ? Regardez le lien entre lambda et ρ. Eh bien, voilà, en réalité, ce fil, il a un rayon. Donc, pour trouver le lien entre lambda et ρ, je vais faire le petit raisonnement suivant, très très simple. Je vais dire, isolons une hauteur dl ou dz de fil. Et là aussi, eh bien, ces deux morceaux contiennent la même charge. Et c'est ça qui va me permettre d'identifier la modélisation linéique avec la modélisation volumique. Donc, quelle est la charge portée dQ dans la modélisation volumique? C'est ρ fois pi a carré fois dl. Parce que j'ai pris le petit cylindre. Bon, j'aurais pu prendre une hauteur h. Quelle est la charge portée ici? C'est lambda fois dl. Et donc, je vois qu'en réalité, lambda, c'est la limite du produit ρ fois la section, la surface du disque, quand a tend vers 0, ce qui mathématiquement me crée une divergence pour ρ. C'est-à-dire que pour que le produit ρ fois a carré alors que a tend vers 0 reste constant égal à lambda, ça veut dire que mathématiquement j'ai fait tendre ρ vers l'infini. Ça fait une forme indéterminée, 0 fois l'infini, qui peut être éventuellement fini, vous voyez. Donc voilà pourquoi on dit que on a une divergence de ρ, que ρ, en fait, quand on fait tendre, c'est un peu comme le vortex. Vous vous souvenez en mécanique des fluides, le vortex, on avait un tourbillon, on a dit « Ah, on va faire tendre le rayon vers 0 hein, ». Mais c'est un cas limite, ça n'existe pas. En réalité, il y a toujours un certain rayon à notre petit tourbillon. Et bien là, c'est un peu pareil, lambda. Voilà, c'est la limite du produit ρ fois pi a carré quand a tend vers 0 et quand ρ tend vers l'infini. Ce qui explique pourquoi, ici, on avait un champ qui tendait vers l'infini. Très simple. Et maintenant, on peut calculer le potentiel, ce sera la dernière étape. Donc vous retenez qu'avec les distributions volumiques, en fait, il n'y a jamais de divergence du champ. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de singularité du champ. Par contre, avec les distributions linéiques, où on va voir aussi surfaciques, il peut y avoir des divergences du champ, mais ces divergences, elles sont liées aux modélisations. On calcule le potentiel. Donc, E est égal à moins grade V. Et donc ici, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ce sera moins dV sur dr, vecteur ER. Le potentiel ne dépendra ni de θ, ni de Z. Alors, on avait deux situations. Là aussi, on va apprendre quelque chose d'important. C'est à raccorder par continuité le potentiel dans les différentes zones de l'espace.
On avait déjà fait ça un peu avec les fonctions d'onde, je ne sais pas si vous vous souvenez, raccorder les fonctions d'onde dans les différentes zones de l'espace. Ben là, on va faire exactement la même chose. Donc quand R est plus petit que A, on aura donc moins dV sur dr est égal à rho R sur 2 epsilon 0. Donc V de R est égal à moins rho R carré sur 2 epsilon 0. Et puis je vais mettre une constante. On va discuter tout à l'heure un peu du choix de ces constantes parce que finalement c'est la principale difficulté. Sur 4, pardon. Quand R est plus grand que A, alors on avait donc à résoudre moins dV sur dr est égal à rho A carré sur 2 epsilon 0 petit r. Donc on intègre ça. Donc ça va nous donner V de R est égal à moins rho A carré sur 2 epsilon 0 logarithme de R. Bon, plus, attention, une autre constante. Alors regardez un petit peu. J'ai deux constantes d'intégration à déterminer. La seule condition que je vais fixer, c'est la continuité du potentiel en R égale A. Ce qui va finalement me donner une seule condition sur ces deux constantes. Alors ça signifie quoi? Ben, ça signifie que je peux choisir arbitrairement l'une des deux et l'autre sera automatiquement fixé. Et ce choix, c'est celui que je veux. Je fais ce que je veux, en fait, parce que le champ ne dépendra pas du choix de la constante. Donc, je fais ce que je veux. Allez, si je choisis, par exemple, de prendre cette constante égale à 0, c'est mon choix. Du coup, il faudra que le champ soit continu. Donc, il faudra que j'écrive la continuité. Donc, il faudra que... Alors, regardez un petit peu comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour que on retrouve la bonne constante. Si je mets log de R sur A comme ça, ce qui revient en fait à ajouter une constante, hein, parce que le log d'un quotient, c'est la différence. Du coup, ce truc-là s'annule en R égale A, et du coup, la constante ici vaudra la valeur du potentiel ici. Bon, vous pouvez le faire en 2 lignes de plus, hein, mais ça va vous donner ça. Voilà. Alors, du coup, comment est le potentiel V de R? Alors, ce sera un morceau de parabole avec sa concavité vers le bas pour jusque A. Et puis ici, donc on aura un moins log de R. Donc on aura un truc comme ça. Et ici, vous aurez en fait... Alors, vous aurez... C'est pas une tangente verticale, hein. Vous aurez un point d'inflexion et vous aurez aussi continuité des tangentes. Alors pourquoi est-ce que vous aurez continuité des tangentes? Il n'y a pas de point anguleux ici. Ben, c'est parce que la dérivée, elle est reliée au champ électrique. Il y a des questions? Simplement, ce que tu fais, tu dis cherchons la constante prime et j'identifie le potentiel en R égale A des deux côtés. Donc tu remplaces R par A et là R par A et puis tu vois, tu réinjectes la constante et ça te donne ça. Voilà. Tu n'as qu'à le voir comme ça. Ça sera plus simple. Plus naturel. Bon, ben voilà. Donc là, on a fait un exemple en symétrie cylindrique. Alors maintenant, on a encore deux grandes catégories à voir. Les symétries planes et les symétries sphériques. Et on aura fait le tour du théorème de Gauss. Il ne pourra pratiquement plus rien vous arriver.